L'intelligence artificielle est partout. Elle écrit, elle dessine, elle prend des décisions. Mais comprenons-nous vraiment ce qu'elle est et comment elle fonctionne? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'IA, de son histoire, ses promesses et ses limites. Avec Pierre Bust, professeur des universités en informatique, exerçant à l'université de Rennes, expert national sur les questions numériques, nous vous proposons d'aborder les grandes questions qui agitent le monde académique et technologique. IA symbolique ou connexionniste, générative ou pas, une révolution ou un simple outil? Restez avec nous pour une discussion passionnante qui pourrait bien changer votre vision de l'avenir. Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc très heureux de vous retrouver pour cette causerie, cette nouvelle série de causeries sur l'IA et l'enseignement supérieur dans la collection Sciences et Société. Et pour ce faire, nous recevons et nous avons le plaisir de recevoir Pierre Bust, expert national au niveau numérique, professeur des universités en informatique, avec qui nous allons aborder l'ensemble de ces questions. Bonjour Pierre Bust. Oui, bonjour Christophe. Et puis, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette petite série de podcasts tout à fait agréable et dans l'air du temps. Je pense que les questions posées vont être particulièrement stimulantes. Merci beaucoup Pierre Bust pour avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons, grâce à vous, pouvoir découvrir un bref historique et le jargon de l'IA. Ça n'est pas toujours simple de s'y retrouver et je pense qu'à l'issue de cette causerie, les personnes qui nous regarderont seront heureux d'avoir fait un ensemble, une vision panoramique un petit peu de cette thématique de l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, avant peut-être de commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, une petite biographie rapide? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ces questions d'IA? Ok, oui, avec plaisir. Ouais. Alors, moi, j'ai fait des études d'informatique quand j'étais beaucoup plus jeune que je ne le suis actuellement. Et j'ai fait à l'époque, ça s'appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies, ce qui correspond aujourd'hui au Master 2, qui était un DEA d'intelligence artificielle et d'algorithmique. Et ça, pour tout vous dire, c'était en 1992. Donc, c'est pour dire que ces questions-là ne datent pas d'aujourd'hui quand même. Et puis après, j'ai fait une thèse de doctorat toujours en intelligence artificielle dans le domaine du traitement automatique des langues. Et puis après, j'ai été recruté dans l'enseignement supérieur et dans l'établissement dans lequel j'ai été recruté, j'ai pris des responsabilités autour de l'accompagnement à la pédagogie, des espaces numériques de travail liés à la pédagogie. Et ça m'a amené plus tard à passer une habilitation à diriger des recherches sur la question effectivement des espaces numériques de travail dédiés justement à la pédagogie. Et puis j'ai changé d'établissement à un moment de ma carrière où je suis passé de maître de conférence à professeur. Et je suis arrivé depuis 2023 ici à l'Université de Rennes. Alors merci Pierre, vous êtes, je dirais, à la pointe au niveau de l'Université de Rennes. C'est un choix que vous avez fait et donc on découvrira au cours de ces causeries ce que vous avez mis en place, la réflexion que vous menez, qui je n'en doute pas inspirera d'autres établissements d'enseignement supérieur. Donc merci de nous donner l'ensemble de ces informations par avance. Avec plaisir, avec plaisir. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc le jargon de l'IA. L'IA n'a pas... Est-ce que l'IA a une définition vraiment stabilisée? Pourquoi est-ce si difficile de définir ce concept? Et quelles sont les implications éventuellement? Est-ce qu'il y a consensus sur la façon dont on définit l'intelligence artificielle? Ouais, tout à fait. Alors, c'est que des bonnes questions et je vais essayer de plutôt vous éclairer un peu ces débats-là plutôt que de vous mettre du flou sur voilà comment comprendre un petit peu ce qui se joue aujourd'hui. On entend beaucoup parler de l'IA partout, presque on pourrait dire à toutes les sauces. Il y a des fois des choses qu'il faut avoir en tête et il y a des fois des choses qu'il faut replacer un petit peu à leur juste sens. Voilà, donc mon objectif ici, c'est de vous éclairer et de vous permettre de voir plus les choses indépendamment des aspects trop tech ou trop science-fiction qu'on pourrait avoir aussi en tête avec ces questions-là et d'y voir clair. Alors voilà, les vieux dans mon genre, quand
quand on cherche à comprendre quelque chose, bah, on a un réflexe, c'est de prendre un dictionnaire pour voir un petit peu la définition. Et là, bon, je vous ai mis une définition parmi tant d'autres qui est celle du petit Robert, là, qui dit que l'IA, c'est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler des traits de l'intelligence humaine. Donc la question, c'est de simuler des traits de l'intelligence humaine. C'est pas toute l'intelligence humaine. C'est des théories et des techniques. Ça veut dire qu'il y a à la fois on va dire, de la tech dans tout ce qu'elle a de plus éventuellement commercialisable, mais il y a aussi des théories, des champs de recherche. Et en fait, l'IA est à la fois les deux, quoi. C'est à la fois de la tech grand public et à la fois des domaines de recherche. Et puis, ce qu'on peut très vite voir, et tu l'as dit, Christophe, c'est que la définition n'est pas du tout stabilisée. Et c'est normal parce que dans un champ de recherche, les objets évoluent. Mais même dans la tech, hein, on pourrait se dire aujourd'hui, tous les téléphones qu'on a ont des systèmes de reconnaissance du visage pour prendre les photos et pour faire la bonne mise au point. Reconnaître un visage dans une image. Il y a quelque temps, on aurait pu appeler ça de l'IA. Maintenant, on n'y pense même plus, quoi. Donc, en fait, ça évolue énormément. Je me suis posé la question aussi pour essayer d'expliquer un peu ça. Finalement, l'IA, c'est l'acronyme de quoi? Alors évidemment, c'est l'acronyme de intelligence artificielle. Ça, tout le monde est d'accord, qui est une traduction de AI, Artificial Intelligence en anglais. Et là, il y a un premier piège qu'il faut lever tout de suite. C'est que le mot intelligence en français et intelligence en anglais sont pas tout à fait se recouvrant sur la même signification. L'intelligence en français, c'est l'intelligence dans les aspects cognitifs, humains, quelque chose de très très haut en termes d'activité d'activité humaine. Alors que intelligence en anglais, ça peut être complètement différent. L'intelligence, c'est le traitement de l'information. Et le traitement de l'information, lui, il peut être beaucoup plus artificialisé que la cognition. De ce point de vue-là, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous regardez, par exemple, un mot, enfin l'acronyme CIA, c'est Central Intelligence Agency. Le intelligence ici, c'est pas l'intelligence au sens d'intelligence humaine, c'est l'information et son traitement qui est dans voilà. Donc rien que ça, faut se méfier des effets de traduction qui peuvent être un petit peu à double tranchant. On pourrait dire que l'IA, ça pourrait presque être de l'informatique avancée. Hein. C'est ce que dit un peu la définition du petit Robert. Alors, c'est pas comme ça qu'on le traduit, mais il y a un peu de ça derrière quand même. C'est les champs les plus en amont, en avance dans le domaine de l'informatique qui sont couramment indiqués dans le champ de l'IA. Et puis, on pourrait aussi se donner la possibilité de décliner l'acronyme d'une autre façon en disant que l'intelligence, l'IA, c'est l'intelligence augmentée. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus de la même, quoi. C'est plus celle de l'ordinateur ou de la machine, c'est celle de l'humain qui est augmentée par des outils dits d'intelligence artificielle. Donc tout ça est un champ sur lequel les choses ne sont pas stabilisées et il peut y avoir des interprétations différentes. Autre chose, et on s'aperçoit que si aujourd'hui c'est difficile d'y voir clair, c'est parce que on est tous dans la société complètement influencés par la science-fiction depuis les années 60-70 et on va dire toute la dystopie autour de la question des IA. Et quand on se dit est-ce qu'un jour l'IA va prendre le contrôle sur l'humain et puis va asservir l'humain à des objectifs que nous, on n'aurait pas voulu, bah, on est dans quelque chose qui est ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte, c'est celle qui simule complètement l'intelligence humaine et la dépasse. Alors, on est très loin de la définition du Robert. Hein. C'est plus certains traits, c'est toute l'intelligence globalement. Et la dépasse et a vocation à contrôler. Alors, en fait, moi, je connais personne dans les laboratoires d'informatique en France et ailleurs qui travaille sur l'IA forte. C'est pas un objet. C'est un objet de littérature, de science-fiction, tout ce que vous voulez. Là, oui, mais c'est pas un objet de science. Et en fait, dans les labos d'info, les gens travaillent sur les IA qui sont dites en opposition à l'IA forte faibles, parce que justement, on simule certains traits de l'intelligence humaine et pas tous. Donc, il faut déjà un peu repositionner ces choses-là. Et c'est pas une somme d'IA faibles qui, au final, fera une IA forte. C'est autre chose et personne ne travaille là-dessus, franchement, sérieusement. Et puis, aujourd'hui, on entend énormément parler des IA génératives. Les IA génératives, c'est
une des formes aujourd'hui que prennent l'intelligence artificielle dans le fait qu'elle puisse nous permettre de créer du texte, de créer des interactions langagières, de créer des images, de créer de la vidéo. Et voilà. Et ces IA qui permettent de créer ça sont dites génératives. Alors, je dis qu'elles créent, et tout de suite, je reviens sur ce que j'ai dit, elles génèrent, elles sont génératives, elles ne sont pas créatives. L'acte de création, c'est l'humain qui l'assume. Et si je demande à une IA de faire telle ou telle chose, c'est dans cette demande-là qu'est la création. L'IA, après, elle exécute, elle génère. Voilà. Ça, c'est ce que dit un chercheur comme Luc Julia, par exemple. Il dit, si je demande à une IA générative d'images de me faire une photo d'une vache verte sur la Tour Eiffel, l'acte de création, c'est ça. Le fait de faire l'image, c'est de la génération. Merci Pierre. Bien, Alors donc, on est là. Donc oui. bon, alors déjà, effectivement, on clarifie la question de l'IA forte. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. C'est envisageable, mais l'état de la science et l'état des recherches aujourd'hui et de l'activité des laboratoires ne portent pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plutôt à des questions d'IA faibles qui seraient spécialisées dans certains domaines et qui serviraient l'humain et la société humaine. Tout à fait. Enrichi par ces puissances effectivement de calcul. Ouais. Et même pour en revenir sur cette question de l'IA forte qui serait celle qui dépasse l'humain et qui cherche à se prendre pour l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui un objectif raisonnable et puis pas recherché non plus. Là où il y a une confusion qui peut venir, c'est que un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Je vous renvoie au film Imitation Game, par exemple, où il y a un biopic de sa vie qui est très bien. Avait positionné l'idée de l'IA en disant si un ordinateur, dans une communication, mettons via un téléphone ou un truc comme ça, ou masqué, peut entretenir une conversation avec un humain à tel point que l'humain ne sache pas s'il discute avec un humain ou un ordinateur, alors on pourrait dire que l'ordinateur est intelligent. Ça veut dire que l'idée, c'était vraiment de dire c'est sur le terrain du langage que ça se passe et sur quelque chose de complètement global qui fait que dans l'interaction langagière, l'un peut prendre la place de l'autre. Et c'est ce l'un qui peut prendre la place de l'autre qui, à mon avis, a donné lieu à pas mal de questions sur les IA fortes. Mais la définition de Turing aujourd'hui, il faudrait la reprendre et la reproblématiser. Si vous demandez à une IA générative, ChatGPT ou autre, en quel Dieu tu crois, il va vous répondre, moi je suis un agent logiciel, je n'ai pas de croyance religieuse. Voilà. Donc ça veut dire que d'emblée, l'IA générative ne cherche pas à se faire passer pour un humain. Hein. Donc cette question du test de Turing, elle est aussi à reproblématiser un petit peu aujourd'hui. Alors, avant d'aborder la question historique, parce qu'on verra que cette histoire, elle est assez mouvementée, il y a aussi beaucoup de désillusions par rapport à cette question de l'IA, mais on a aujourd'hui quand même des IA conversationnelles qui sont assez bluffantes. On peut avoir l'impression de discuter avec un humain. Oui, on peut avoir, mais elle ne cherche pas à se faire passer pour un humain. Alors, sauf si on cherchait à noyer le poisson et vraiment à la paramétrer comme ça, mais c'est pas un objectif. En fait, c'est un outil, et quand vous avez une synthèse vocale, un outil conversationnel dans un téléphone ou dans une box pour contrôler la musique dans votre appartement, des trucs comme ça, vous savez très bien que vous parlez à une machine. La question, c'est pas de savoir si la machine se prend pour un humain. Alors, faut remettre les choses à leur place. Nous, humains, faut pas qu'on se prenne pour des machines parce qu'il faut qu'on ait une créativité et des choses qui nous étonnent toujours dans notre façon d'agir et de vivre. Et puis les machines ne se prennent pas pour des humains parce que c'est pas comme ça qu'on veut qu'elles soient. Absolument. Remettons les choses au clair de ce point de vue. Alors, Pierre Buss, donc l'histoire de l'IA est marquée par des cycles de financement et de désillusion. Que nous apprend cette évolution donc, sur sa perception sociale, économique, mais également qu'est-ce qu'on a pu observer dans l'histoire de l'IA, une histoire assez brève? L'histoire de l'IA, effectivement, elle est brève quand on la compare à l'histoire d'autres disciplines. Et en même temps, voilà, ça fait quand même plus de 70 ans maintenant que les gens commencent à parler d'IA de manière raisonnable avec l'apparition des ordinateurs qui sont dans la fin des années 50.
Donc voilà, les pères fondateurs de l'informatique se sont très vite penchés sur l'IA. Et le début de l'IA, c'est la conférence de Dartmouth en 1956 où le terme IA a été introduit la première fois. Et après, je suis d'accord avec ce que tu disais, Christophe, il y a des désillusions, il y a des envolées un peu lyriques de temps en temps. Et en fait, quand les gens croient qu'il y a quelque chose qui frissonne et qui va donner des résultats énormes, ce qui est le cas en ce moment, il y a profusion de financement et une focalisation faite sur ces objets-là qui est très forte. Alors, c'est ce qui s'est passé dans la fin des années 50 où, avec les premiers ordinateurs, on s'est très vite posé la question, par exemple, de traduire une langue dans une autre, automatiquement avec un ordinateur. À l'époque, dans le contexte de la guerre froide, c'était plutôt de l'anglais vers le russe, ou le contraire. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que la langue, c'est un milieu dans lequel nous, on grandit, c'est un milieu culturel, c'est pas simplement que le codage et le décodage d'un message qui pourrait passer par des mots et qui avant nécessiterait d'avoir des idées, des choses comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, la traduction automatique a eu un moment de questionnement. Et dans le questionnement qui fait suite à des attentes énormes, il y a une désillusion. Et cette désillusion-là, elle s'est sentie sur l'arrêt des financements. Par exemple, le rapport ALPAC aux États-Unis sur la traduction automatique qui propose de couper les financements de la traduction automatique parce qu'on va dans le mur. Voilà, ça s'est appelé ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'après les grandes espérances, on a une forme de repli sur soi où les choses sont à l'arrêt ou au ralenti. Et puis ça reprend avec des systèmes qu'on a appelés des systèmes experts qui ne simulaient pas l'intelligence humaine forcément dans tous ses aspects, mais simulaient une expertise et la façon de conduire une expertise. Par exemple, dans le domaine du médical, dans la recherche de panne, dans des choses comme ça. Et ça, du coup, ça a donné des résultats intéressants et ça a réouvert la possibilité d'imaginer des trucs divers et variés, y compris un peu folles. Et donc, ça a relancé des financements jusqu'à ce que soit remise en question cette question de la mécanisation de l'intelligence humaine. Est-ce que c'est à ce point quelque chose qui est mécanisable ou pas? Et c'est toute la question, même étape où on se met les choses un peu plus au clair sur ce qu'on est en train de penser. Deuxième hiver de l'IA. Et puis aujourd'hui, on est dans quelque chose qui serait une troisième envolée lyrique, on va dire, en tout cas avec l'émergence, enfin, la montée en puissance du deep learning. Et ça, aujourd'hui, c'est lié à plusieurs choses qui sont conjointes. La première des choses, c'est que les machines ont énormément développé leur capacité de calcul. C'est la loi de Moore qui dit que le nombre de transistors, c'est-à-dire la capacité de calcul d'un ordinateur, double tous les 18 mois quasiment. Donc c'est très très rapide. Et le deep learning a besoin de beaucoup de capacité de calcul, mais il a besoin d'autres choses aussi. Il a besoin de beaucoup de données pour pouvoir avoir des apprentissages, des entraînements. Et la profusion des données, c'est l'Internet. Et l'Internet 2.0 à partir de 2004, qui a été prépondérant là-dessus. Donc, si on n'avait pas en même temps les capacités de calcul et les données, on n'aurait pas le deep learning tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, cette brève histoire de l'intelligence artificielle nous montre qu'effectivement, il y a eu des phases, il y a eu des évolutions. Vous considérez et vous présentez, vous dites qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore une des phases, effectivement, qui porte beaucoup d'espoir, mais qui portera aussi peut-être quelques désillusions. Nous le verrons par la suite avec le cours de l'histoire. Mais l'IA, lorsqu'on prend cette histoire de l'IA, et notamment dans le cadre du jeu, on voit qu'elle a été souvent mise en opposition, voir si elle était en mesure de se confronter, d'être en compétition avec l'humain, notamment sur la capacité de raisonnement, par exemple. Oui, alors tout à fait. Les jeux sont intéressants de ce point de vue-là parce que c'est des champs d'application très courants de l'idée qu'on se fait de l'intelligence humaine. Jouer à un jeu de stratégie, c'est savoir avoir une stratégie, c'est savoir planifier, savoir organiser ses coups, se poser la question comment est-ce que l'autre est en train de me pousser à l'erreur ou pas. Et tout ça sont des exemples assez communément admis de comportements intelligents. Donc l'intelligence artificielle s'est très vite occupée des jeux. Mais avant même elle, avant l'apparition des ordinateurs, il y a des gens qui se sont posé la question de est-ce que l'activité de jeu est mécanisable? Alors là-dessus, on peut remonter à la fin du 18e avec le Turc mécanique de von Kempelen,
une simulation, hein, une fumisterie. Hein. C'était Hmm. pour laisser croire aux gens que l'activité de jeu d'échecs pouvait être mécanisée. Mais au final, ça n'en était pas. Un plateau avec un automate dessus, et sous le plateau, il y avait un coffre dans lequel il y avait un joueur humain qui était caché et qui donnait à l'automate la suite des instructions. Donc, c'était pas de l'intelligence artificielle, c'était de la simulation. Bon, là où ça devient vraiment de l'IA, où il n'y a pas de simulation, il n'y a pas d'humain planqué sous la table, c'est avec Deep Blue en 97, qui est un ordinateur qui bat Garry Kasparov aux échecs. C'est la première fois qu'une machine battait un joueur d'échecs, qui plus est le champion du monde. Donc c'est pas rien. Et le principe de Deep Blue, c'était d'utiliser les capacités de calcul énormes des machines pour aller voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que la stratégie humaine pour aller faire. Donc on prend une configuration de jeu, on en déduit tous les coups possibles issus de cette configuration. Il suffit que d'avoir les règles du jeu pour le faire, c'est pas très dur. Et puis une fois qu'on a tous les coups possibles, on prend tous les coups possibles issus de chacun de tous les coups possibles, et puis encore, et puis encore, et puis encore, et on essaie de se projeter comme ça jusqu'à la fin du jeu pour voir où on arrive à des situations de gagnantes et des situations perdantes. Et donc on oriente les choses là-dessus. Donc c'est la force de calcul qui va contrer l'intelligence du jeu. C'est ce qu'on appelle la force, enfin la force des intelligences artificielles, c'est dans le calcul. Après, moi, je me rappelle, j'étais étudiant à l'époque et on me disait, bah oui, voilà, ça y est, les ordinateurs ont battu le champion du monde d'échecs. Oui, ça veut dire que ça avance, l'intelligence artificielle avance et tout et tout. Mais il y a un truc sur lequel on pourra jamais rivaliser avec l'humain, c'est le jeu de Go. Parce que le jeu de Go, c'est encore plus compliqué que les échecs. Il y a soi-disant autant de configurations d'un plateau de Go qu'il y aurait d'atomes dans l'univers. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'une complexité absolument faramineuse, beaucoup, beaucoup plus complexe que les échecs. Et puis les gens qui jouaient au Go disaient, mais oui, mais il y a des trucs, des fois on joue et on se dit, ça c'est une belle forme, c'est quelque chose qui nous plaît. On ne sait même pas dire pourquoi, mais il y a un côté quasi esthétique dans le jeu de Go, enfin quelque chose qui n'est pas facilement transcriptible dans des règles. Bon, sauf que on a quand même en 2016 eu AlphaGo qui a battu l'Isidol. Et en fait, il y a un saut technologique important qui se fait entre les deux parce que AlphaGo, c'est pas comme Deep Blue. On n'a pas mis les règles du jeu dedans et puis débrouille-toi à calcul. On a fait que AlphaGo apprenne plein de situations, de parties où un tel ou l'autre a gagné et pour reconnaître justement des façons statistiquement de dire quand on est dans cette configuration-là, j'ai tellement vu de parties qui gagnaient et qui ont plutôt agi comme ci ou plutôt agi comme ça qu'on le fait. Mais en fait, là où Deep Blue voyait loin, AlphaGo fonce à 200 km/h dans le brouillard. Il fait des choses, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va en le faisant. Simplement, c'est tellement conduit par de la statistique sur des parties énormes que ça marche. Et là où ça a été vraiment démultiplié, c'est quand les gens de chez Google ont fait jouer AlphaGo contre lui-même. Donc là, du coup, ça fait encore plus de parties qui permettent de faire de l'apprentissage. Il y avait une petite anecdote rigolote là-dedans, c'était que dans la partie qu'il avait perdue, l'Isidol, au 37e coup, la machine avait joué quelque chose de complètement inattendu, à tel point que les programmeurs de chez Google ont cru que c'était un bug. Et finalement, ça a été assez décisif dans le gain de la partie. Et l'Isidol a dit que c'était un exemple énorme de créativité. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est même pas, nous, humains, euh, euh, à côté de l'idée que la machine peut être créative. Mais c'est parce qu'on l'interprète comme créative. Elle ne l'est pas d'emblée. Merci Pierre. Alors, donc pour poursuivre cette causerie, le temps passe, c'est pas tellement passionnant que le temps passe effectivement très très vite. Il y a des conceptions différentes d'IA en fait. Il y a ce que vous appelez l'IA symbolique, ce que l'on appelle, et puis l'IA connexionniste. Elles sont souvent vues comme concurrentes, mais est-ce que la fusion de ces approches pour une intelligence plus artificielle, plus efficace, est envisageable? Tout ça, ce sont des questions qui sont en suspens, mais est-ce qu'on pourrait définir déjà ce que sont ces deux types de conception de l'intelligence artificielle?
Ouais, tout à fait. C'est intéressant de regarder ça parce que IA symbolique et IA connexionniste, c'est deux visions qui, dès le début de l'IA dans les années 50, ont été présentes et encore aujourd'hui sont présentes. Et on voit bien que dans l'histoire de l'IA, à travers les différents hivers de l'IA, tout ça, il y a des moments où le symbolique prend le pas, le connexionnisme après, et c'est une espèce de jeu du chat et de la souris. Alors, si on voulait essayer de comprendre un peu clair là-dedans, l'IA symbolique, c'est celle qui cherche à se dire comment on va faire qu'une machine marche comme l'humain semble marcher dans sa réflexion. C'est-à-dire que nous, on a des choses dans notre des choses sur lesquelles on réfléchit et qu'on a besoin d'écrire comme étant des choses qui ont du sens. On va écrire on va avoir des mots pour parler qui vont avoir un certain sens. On va avoir une façon d'organiser la connaissance, de ranger des catégories de ceci, de cela, pour que ça ait du sens. Et ce qu'on fait, nous, humains, pour trouver du sens dans notre façon d'interpréter le monde, c'est ça qu'on va reprendre complètement pour essayer de le mettre dans les structures de calcul de la machine. Donc, dans l'IA symbolique, l'activité qui pourrait s'apparenter à ce que c'est que penser dans ce paradigme-là, mais c'est une métaphore, ce serait de calculer sur des symboles qui ont une valeur de sens. C'est représenter des symboles, dans le sens présenter une deuxième fois dans les structures de la machine. Donc on va prendre des connaissances, on va en faire ce qu'on appelle des ontologies, on va essayer de savoir comment nous, humains, on raisonne et on va en faire des logiques. Et avec les ontologies, les logiques, on va faire des calculs, des règles, comme par exemple, si on a une angine et qu'elle est bactérienne, alors on va prescrire des antibiotiques. Sinon, c'est pas la bonne règle. Bon, voilà. Donc, les machines, ici, dans l'approche symbolique, sont complètement conduites par la représentation de la connaissance humaine. Et elles sont hypothético-déductives dans le sens où elles déduisent des faits à partir de la connaissance. Et là-dessus, il y a eu des grandes réalisations dans le domaine du traitement automatique des langues, de la planification et des systèmes experts. Je passe sur la deuxième conception, la conception dite connexionniste, où là, c'est complètement autre chose. Si on cherche à savoir la métaphore de ce que c'est que la pensée dans le domaine du connexionnisme, c'est pas du tout un calcul sur des symboles, comme on disait avant, mais c'est un calcul massivement parallèle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se poser la question, quelles sont les réalités perceptives chez l'humain? Comment marche la vision, comment marche l'audition, des choses comme ça. Et on voit bien que, en fait, on est en temps réel en contact avec des stimuli et que l'information qu'on a, c'est un signal sonore, un signal visuel, tout ça, et nos neurones derrière s'activent de manière très parallèle pour aller extraire dans ce signal des choses qui vont être prépondérantes. Et donc, l'IA connexionniste, c'est ça. Elle simule dans son calcul parallèle le fonctionnement du neurone humain. On fait ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Et en fait, un neurone, c'est une fonction mathématique. Elle prend un ensemble d'entrées, elle fait une fonction de synthèse et elle donne une sortie. L'entrée, c'est ce qui s'apparenterait aux synapses, et la sortie, c'est ce qui s'apparenterait dans le modèle biologique à l'axone du neurone. Voilà. L'idée, c'est que derrière, tout va être déduit, tout va être plutôt induit par l'apprentissage. On va donner des informations à un réseau de neurones pour que les synapses s'adaptent, qu'on appelle des poids, et faire en sorte que quand on a présenté 50 fois une photo de chat et qu'on a dit c'est un chat, si on propose une autre photo et que ça s'en rapproche, l'ordinateur va dire c'est un chat. Alors ce sera vrai si c'en est un, ce sera peut-être faux si c'est un lynx, ce sera encore plus faux si c'est un lion. Bon, voilà, mais on va lui dire par apprentissage, non, ça c'est ceci, ça c'est pas cela. Voilà. Et donc, les machines, dans l'approche connexionniste, sont inductives. C'est l'apprentissage qui crée leur compétence à reconnaître des choses. Et ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le deep learning et dans les IA génératives qui sont une évolution du deep learning. Alors, donc on voit que ces deux conceptions sont, on peut dire, en compétition, si on peut l'exprimer ainsi. Il existe aujourd'hui, alors vous avez parlé d'IA générative. Qu'est-ce qui diffère? Est-ce que cette IA générative elle mobilise ces deux types de conceptions? Enfin, comment est-ce qu'on peut clarifier tout cela? Alors,
L'IA générative aujourd'hui, c'est complètement du deep learning et c'est donc complètement du connexionnisme. Aujourd'hui, on est dans une période, hein, je veux dire, de l'histoire de l'IA où le connexionnisme a largement pris le pas sur le symbolique. Mais ça peut revenir. Alors, il y a une causerie plus tard qu'on fera où on se posera des questions sur l'avenir de l'IA. Moi, je pense que l'avenir de l'IA peut aussi être dans quelque chose qui ramène un petit peu de symbolique dans le connexionnisme. Notamment parce qu'il y a un problème dans les IA génératives, c'est le problème de l'explicabilité. Les IA génératives font des générations et on n'arrive pas à vraiment scientifiquement à dire ça, c'est explicable au titre de ça, ça, ça et ça. Parce que tout a été tellement noyé dans les données d'apprentissage qu'on ne peut plus trouver les raisons. Et si on veut avoir des IA génératives qui sont dans une relation de confiance avec l'humain, il faudrait peut-être qu'elles soient un peu plus explicatives. Donc avoir des couches de représentation de connaissances au-dessus du génératif, c'est-à-dire là de l'hybridation symbolique et connexionniste, ça aura du sens très certainement. Ça en a déjà dans certains travaux. Alors, ces IA génératives, il y a tout un tas de concepts autour dont on entend parler lorsqu'on s'intéresse au sujet. On entend parler de tout un tas de vocabulaire, de mots qui bien souvent sont assez obscurs pour le commun des mortels, si on peut dire. Donc, je pense qu'on va essayer d'éclaircir tout ça aussi. Ouais, on va essayer d'éclaircir tout ça en rentrant pas trop dans les détails techniques. L'idée, c'est de vous donner quelques clés pour comprendre et pour savoir de quoi ça retourne. Alors là, je vous ai listé ici quelques termes qui apparaissent souvent. Je vais les prendre un peu dans le désordre comme ça et puis essayer de voir avec vous comment on peut clarifier un peu ces choses-là. Les IA génératives, en tout cas aujourd'hui, en tant que connexionniste, voilà, et relevant du deep learning, le learning dans le deep learning, c'est l'apprentissage et toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait des algorithmes qui apprennent. Et l'apprentissage, c'est un protocole qui est très précis en informatique avec des algorithmes qui sont très exigeants et des façons de constituer des jeux de données qui sont très exigeants et de faire tourner les algorithmes d'apprentissage sur ces jeux de données-là pour ne pas avoir des biais, par exemple, pour repérer des choses qu'on veut repérer et pas d'autres. Enfin, c'est assez technique et complexe. Simplement, dans l'apprentissage aujourd'hui, on a trois grands courants qui sont pas opposés, hein, qui sont complémentaires. L'apprentissage dit supervisé, on dit à un réseau de neurones, ça c'est ça, apprends que c'est ça. Ça, c'est une photo de chat, par exemple. L'apprentissage non supervisé, où on demande au réseau de neurones de trouver des régularités, mais on lui dit rien de ce qu'elles sont, et c'est la statistique qui va faire le but. Et puis, une autre forme d'apprentissage, l'apprentissage par renforcement, où là, on simule une espèce de récompense donnée à l'ordinateur. Alors, c'est un score dans une variable, c'est pas des trucs, c'est pas comme une récompense à un animal, une petite croquette ou un truc comme ça. Non, mais cette récompense qui est un score dans une variable, elle se maximise quand il y a telle action d'apprentissage, elle se minimise quand il y a des actions qui sont contre-productives. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'on gère ces trucs-là. Donc voilà, ça, c'est les trois grandes idées en termes d'apprentissage automatique. Aujourd'hui, dans les IA génératives, on parle beaucoup d'un certain type d'IA générative qu'on appelle les transformers. Alors, si vous prenez par exemple GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Alors, c'est quoi un transformer? C'est un type de réseau de neurones. Des réseaux de neurones, il y en a plein. On peut plugger des neurones les uns avec les autres comme on veut. Il y a eu pendant pas mal d'années des réseaux qui étaient ce qu'on appelait des réseaux en couches. On avait des couches de neurones qui communiquaient les unes avec les autres. On a eu des réseaux convolutifs avec des patterns de réseaux de neurones qui essayaient de reconnaître des aspects différents. Les transformers, c'est simplement des réseaux de neurones qui sont construits pour faire que quand on a une séquence de quelque chose, ça prédit la suite de la séquence. Et c'est des séquences de quoi? De ce qu'on appelle des tokens. Dans les IA génératives de texte, les tokens, ça se rapproche un peu de la notion de mot, même si c'est pas tout à fait ça. Mais on peut avoir ça en tête, c'est pas complètement faux. Donc l'idée d'un transformer, c'est on lui donne quelque chose et il prédit la suite. Les IA génératives de texte, ChatGPT, Mistral, DeepSeek, ça font tout ça. Elles mettent en place des transformers pour dire que ce qui suit un texte, c'est un autre texte.
Si je vous dis pour faire des frites, il faut éplucher des pommes de, bon, c'est des pommes de terre, c'est évident, tout le monde le sait. L'ordinateur va pouvoir le dire parce qu'il a plein de corpus dans lequel, effectivement, ce qui suit pomme de, c'est souvent terre, quand dans le contexte ou avant, on parlait de frites, quoi. Voilà. Donc, mais on peut s'apercevoir que c'est un mécanisme beaucoup plus général et que la prévision même de statistique de l'apparition des mots peut être quelque chose qui soit appris. Donc, les transformers font ça. Ils prédisent la suite probable d'un texte. Alors, le texte qu'on leur donne à mouliner, c'est ce que nous, humains, on va demander à l'IA, et c'est la notion de prompt. Le prompt dans une IA générative de texte, c'est la question qu'on va poser. Alors, si vous mettez 2-3 mots-clés comme dans un moteur de recherche, ça va vous donner assez peu de choses intéressantes. Plus on exprime des choses dans le prompt, plus on a une réponse de qualité. Donc, autant lui dire dans le prompt, je suis très vigilant à la qualité de la réponse que tu me formuleras. D'ailleurs, au passage, tu me l'écris en français. Je suis un universitaire, je cherche à préparer un cours pour des étudiants de tel niveau. Je veux leur parler de ci, je veux leur parler de ça. J'ai tant de temps devant moi. Je voudrais organiser, produis-moi un syllabus du cours. Si on a bien dit les choses comme ça, on va avoir un contexte qui est suffisamment précis pour aller vers de la génération dans lequel on va avoir du sens facilement interprétable. Et alors, la façon de travailler et de partir du prompt et de faire la génération, donc faire tourner les transformers et les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle faire de l'inférence. L'inférence, vous voyez ici, elle s'oppose à l'apprentissage. Quand on est dans une phase d'apprentissage, le réseau calcule les poids qui vont lui permettre de faire la génération, mais il ne la fait pas encore. Quand on fait l'inférence, on a donné un prompt et on demande de générer la suite. Ça, c'est l'exécution du réseau. Vous voyez que là, déjà, entre humain et machine, on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, j'apprends en même temps que je parle, comme tout le monde, et on n'a pas, nous humains, de phases différentes entre l'apprentissage et l'inférence. Alors, ce qu'on vous entendrez aussi beaucoup en ce moment quand on parle des IA génératives, c'est les LLM, les Large Language Models. En gros, c'est tous les modèles de langue qui résultent des apprentissages. Si vous prenez un gros réseau de neurones avec des transformers, des machins, et que vous lui faites une phase d'apprentissage très très longue sur plein de textes, bah vous allez avoir un ensemble de poids numériques dans votre réseau qui permet de faire quelque chose. Et l'ensemble de ces poids, ça s'appelle un LLM, dans le sens où ça capte quelque chose de ce qu'est le fonctionnement linguistique, au moins dans ses régularités statistiques. Sauf que la régularité et la statistique, ça ne fait pas la vérité. Et vous pouvez très bien avoir des moments où la génération dit quelque chose qui était probable et qui pourtant n'est pas vrai. Alors moi, j'avais piégé une fois ChatGPT comme ça en lui demandant quelle a été la dernière présidente de la République française. Et il m'avait dit Simone Veil. C'est complètement faux parce qu'il y avait un piège dans la question. OK. Et Simone Veil n'a jamais été présidente de la République. C'est faux, mais ça aurait pu être probable parce que c'était quelqu'un qui a passé beaucoup de son énergie et de sa vie dans les hautes sphères de la politique. Et vous voyez que c'est le probable, ça fait pas le vrai. Bon, alors quand les IA génératives ne nous donnent pas des choses qui sont vérifiables et vérifiées, on est dans le domaine de ce qu'on appelle l'hallucination. Autre acronyme que vous pourrez voir aussi souvent, la notion de RAG. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est justement une technique qu'on va pouvoir déployer pour essayer de réduire les hallucinations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus le contexte qu'on donne est précis et détaillé, mieux la génération va être pertinente. Et donc, en fait, on pourrait donner un contexte en le détaillant dans le prompt, mais on pourrait aussi rajouter des documents en disant je veux que tu contextualises ta réponse par rapport à ça. Par exemple, si je demande quelle est la régulation aujourd'hui de l'IA, je vais plutôt lui dire je te donne le texte de l'IA Act européen et fonde-moi ta réponse là-dessus. C'est-à-dire que les documents que je vais donner sont des extensions du contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle du RAG. Et le RAG, donc, c'est vraiment pour limiter les hallucinations dans l'afférence, et ça s'oppose à des phases d'entraînement, d'apprentissage, voire d'entraînement un peu périphérique, ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc, c'est pas quand on fait du RAG, qu'on donne des documents pour que l'IA générative travaille dessus, l'IA générative n'apprend pas. Elle contextualise mieux sa réponse par rapport aux documents. Et pour que ces documents soient, entre guillemets, interprétables pour l'ordinateur, il faut
les plonger dans des espaces vectoriels. Alors les vecteurs, c'est ce que vous avez vu à l'école, enfin au lycée quand vous faisiez des maths. C'est assez pratique parce que dans les vecteurs, il y a des possibilités de calcul. On peut faire des sommes, des différences, des rapprochements, des distances entre des vecteurs. Et quand les vecteurs représentent des éléments de signification, bah, du coup, on rapproche des éléments de sens et on peut calculer dessus. Alors c'est ce qu'on fait quand on fait du RAG, c'est-à-dire qu'on transforme les documents des jeux de vecteurs dans des espaces à plein de dimensions. Et cette opération-là, ça s'appelle faire de l'embedding. Voilà. Alors, je ne voulais pas être plus dans le détail et dans la longueur. Vous pourriez très bien prendre chacun de ces termes-là et aller voir sur Wikipédia ou ailleurs, avoir plus de précision. Je voulais juste donner un espèce de panel un peu d'ensemble. Merci beaucoup Pierre. Donc là, on a quand même un certain nombre de définitions, pas toujours très simples, parce que derrière ça, il y a des concepts très compliqués en réalité. Je pense que c'est une première approche intéressante. Finalement, on peut se dire que malgré tout, la qualité de ce que va produire ou vont produire les IA génératives sont très dépendantes, extrêmement dépendantes même aux données, à la quantité de données, à la qualité des données. On voit qu'on peut augmenter aussi, améliorer le cadrage avec les RAG. Donc en fait, la question aussi, c'est l'attention qu'on doit avoir par rapport aux hallucinations. Vous avez cité un exemple effectivement critique, mais quelquefois on peut avoir des choses qui paraissent vraiment très possibles, probables, et qui pour autant sont fausses. Donc ces hallucinations sont assez courantes malgré tout. Oui, c'est très courant et en fait, euh, dans le domaine de la pédagogie, on dit souvent qu'on ne devrait pas prompter une IA si on n'est pas capable d'en évaluer le résultat. Parce que l'hallucination, elle est pas tout le temps aussi flagrante que ça. Et si on n'est pas capable de la déceler et qu'on fait trop confiance à la génération, bah, on risque de faire confiance en des choses qui ne sont pas vérifiées et pas vérifiables parce que fausses. Donc voilà, c'est des outils pour penser, c'est pas des outils pour faire à notre place. Et ça, c'est important. Et je suis tout à fait d'accord avec l'observation de dire que c'est des outils qui sont essentiellement conduits par la donnée. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut pas oublier, c'est que si on trouve que les générations sont en général de très bonne qualité, c'est parce que nous, on les interprète. Et que, en fait, en les interprétant, on fait aussi la moitié du travail. Donc, la donnée est importante en amont. La machinerie informatique pour faire que ça tourne, oui, mais l'utilisateur est presque plus important que tout le reste. Il doit être suffisamment éclairé sur les conditions de l'usage, comprendre de quoi il est question et bien mesurer que c'est parce que lui, il met sa capacité interprétative et sa création qu'on obtient des choses qui permettent de faire des résultats intéressants. En tous les cas, vous nous mettez ici en alerte sur le fait que les compétences, et même de nos étudiants ou des personnes qui sont aujourd'hui amenées à utiliser ces intelligences artificielles, l'esprit critique en est une qui est une extrêmement importante, qui est basée aussi sur des corpus de connaissances. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin aussi dans l'accompagnement, l'enseignement, et je veux dire que l'IA ne va pas remplacer ces compétences-là. Il va falloir toujours les maintenir pour être capable d'interpréter les résultats produits par ces outils. Exactement. Et il va falloir se questionner soi-même et voir comment on utilise ces objets-là à bon escient. Si on prompte ChatGPT et qu'on fait un copier-coller de ce qu'il a fait et qu'on le fait passer pour ce que nous, on aurait dû faire, c'est dans le travail qu'on nous a demandé, eh ben, c'est pas une bonne idée et très vite, on va en récupérer des aspects négatifs parce qu'on sera fait piéger par des hallucinations et qu'au passage, dans le copier-coller, on n'aura en plus rien appris. Donc, si on fait soi-même de sa compétence quelque chose de remplaçable, bah, faudrait pas s'étonner d'être remplacé, quoi. Donc, on a vraiment, nous, humains, à défendre notre spécificité humaine et à défendre que les IA sont des outils pour nous aider à réfléchir, à penser les choses, à aller plus dans l'efficacité pour confier des tâches un peu subalternes et se concentrer dans l'essentiel de la réflexion et du métier. Merci beaucoup Pierre Bush. Je pense qu'on va arriver au terme de cette causerie qui est déjà extrêmement riche, extrêmement dense, passionnante. Premier panorama, merci. On va bien évidemment poursuivre cette série. Et donc,
Rendez-vous pour une prochaine causerie où nous aborderons les questions d'IA et d'enseignement supérieur. Peut-être pouvez-vous nous en dire un petit mot justement pour donner envie de suivre la série. Dans la prochaine, je vous expliquerai comment à l'Université de Rennes on aborde la question et comment on essaie d'avoir une construction collaborative, collective de justement cet usage des IA. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut que les usagers soient éclairés. Ben voilà, nous on essaie d'éclairer localement ces usages-là et de voir comment ils transforment nos métiers. Donc je vous expliquerai ça. Merci beaucoup Pierre et à très bientôt. Merci Christophe. Alors, j'ai pas entendu ce que dit Alix.